Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, ce n'était pas du tout prévu, mais je vais vous parler du nouveau long métrage de David Fincher sorti aujourd'hui sur Netflix, Mank, parce qu'à la base je devais le regarder et en parler demain, sauf que malheureusement ou heureusement du coup, disons que je m'en serais passé quand même, hier soir je suis rentré épuisé du boulot, sur les nerfs, plus un coup de froid, du coup j'ai passé une nuit horrible, j'étais vraiment en totale méforme au milieu de la nuit quand j'ai pas réussi à me rendormir, donc je suis pas allé bosser, tout simplement. Et au réveil, plus ou moins péniblement, je me suis vautré devant la plateforme afin de profiter au calme et au chaud de ce premier brûlot du réalisateur depuis au moins 6 ans, il me semble, hein, Gone Girl. Alors entre-temps, il y avait eu la série Mindhunter qu'il avait produite et dont il avait fait quelques épisodes sur Netflix. D'ailleurs, qui lui rend l'appareil ici en lui permettant la réalisation d'un vieux projet qu'il a depuis la fin des années 90, à l'époque avorté, sur un scénario de son papa, Jack Fincher, qui depuis est décédé, un journaliste, etc., cinéphile. Et voilà, en fait, ici, David Fincher réalise le rêve d'une vie, ou du moins, voilà, de plus de 20 ans en tout cas, en mettant à l'écran le projet de son père, tout en rendant hommage à ce vieil Hollywood, l'âge d'or, etc., et aussi au film Citizen Kane, puisque, grosso modo, l'intrigue, c'est la genèse de cette première œuvre, et déjà un chef-d'œuvre à l'époque, d'Orson Welles, dont j'ai parlé sur ma chaîne il y a 2 jours, me semble-t-il, après l'avoir revu. Alors, au casting, hein, quand même, j'allais oublier les acteurs, j'ai failli manquer à mon devoir, super drôle. Nous retrouvons Gary Oldman dans le rôle de Mank, donc, de son nom complet Herman J. Mankiewicz, qui était un scénariste de renom dans les années 30, qui a été un petit peu sur le déclin au moment où on lui donne la possibilité de coécrire ce qui sera ce chef-d'œuvre absolu, tout simplement, du 7e art. Nous avons à ses côtés Amanda Seyfried, Lily Collins et la présence de Charles Dance, un acteur que j'aime beaucoup. Rappelez-vous, Benedict, l'homme de main dans Last Action Hero, c'est lui, plus récemment, hein, l'un des Lannister, le plus âgé, c'est Tywin, hein, je crois, son prénom. Je n'ai pas trop la mémoire là, fatigué, un peu HS, mais c'est pas grave. Bref, l'un des Lannister de Game of Thrones. Et donc, je l'ai dit, hein, l'histoire c'est ça, la genèse de Citizen Kane, mais pas que. On a un témoignage de ce qui se passait dans les maisons de production de l'époque, entre manigance, politique, etc., autour d'un mania qui est un petit peu le nabab des producteurs de l'époque, surtout de la MGM, un monsieur qui s'appelle William Randolph Hearst, joué par Charles Dance, qui va inspirer le personnage de Charles Foster Kane de Citizen Kane. Et donc, là où peut-être ceux qui n'ont pas vu Citizen Kane vont pas voir certaines références, etc. Ouais, ok, mais c'est pas le sujet principal du film, qui est une véritable déclaration d'amour au cinéma et qui pose pour moi une problématique. C'est de savoir si le cinéma c'est l'art de la vérité ou du mensonge. Parce qu'on joue là-dessus pendant tout le film, clairement, avec des gens plus ou moins intègres qui veulent vraiment aller au bout des choses, etc. Et d'autres qui commencent à faire des petits calculs. Et quand on y pense, c'est vachement moderne comme film. On voit à l'époque déjà les choses qui commençaient à se faire, les liens avec le côté politique, etc. Alors à l'époque, là-bas, en Californie, c'était... voilà, ceux qui tiraient les ficelles du cinéma étaient plus proches du parti républicain, en mode on veut pas trop le progressisme démocrate, on va faire des films de propagande pour les lier au communisme, enfin des trucs comme ça, quoi. Voilà. Avec en toile de fond l'Allemagne nazie, parce que oui, le film, en plus de faire beaucoup de références à plein de choses à l'époque du cinéma, etc., Citizen Kane, mais donc à tout ça aussi, nous propose une narration un petit peu échevelée, qui va passer du présent au flashback, entre 1933 et 36-37, puis même, voilà, un peu dans ces eaux-là, alors que l'histoire se déroule en 39-40, grosso modo. Et c'est marrant parce que finalement, la narration du film, donc de ce Mank, ressemble un petit peu à la narration de Citizen Kane, qui fonctionne aussi sur des flashbacks. Et que penser de ce film? Il est d'une richesse et d'une profondeur extraordinaire, complexe sans l'être, disons que, allez, ça se suit aussi, c'est assez drôle, avec le personnage principal qui a des punchlines, il fait des citations tout le temps, voilà, un peu fantasque, alcoolique, donc on voit qu'il est à la lisière d'une certaine forme de dépression, je le disais en intro, sur le déclin, au moment où on lui offre cette opportunité d'écrire le scénario de sa vie, ce sera le scénario de sa vie, cette relation compliquée avec Orson Welles,
Voilà. Mais tout l'envers du décor, c'est ça qui est passionnant dans ce film. Alors oui, il faut suivre, hein. Attention, hein, on revient en arrière, etc. Parfois on revient un peu en arrière, puis on revient après, puis plus on avance dans le film, plus tu as l'impression que les flashbacks et le moment présent, ça s'intensifie dans les va-et-vient. Mais alors, on a une galerie de personnages, moi je trouve ça passionnant. Par exemple, on voit que tout l'entourage de Mank, donc il y a ce riche homme d'affaires, mania, etc., qui va inspirer Charles Foster Kane, mais aussi la maîtresse de celui-ci qui côtoie une actrice qui s'appelle Marion Davis, jouée par Amanda Seyfried, qui va inspirer la cantatrice dans Citizen Kane, dont le nom vient de sa secrétaire, parce qu'au moment où il écrit ce scénario, il est un petit peu bloqué, la jambe dans le plâtre, dans un ranch, voilà, il ne peut pas trop bouger. Donc il y a une femme donc, qui s'appelle Mrs. Alexander, qui l'aide à taper toutes ses idées, et donc il va offrir le nom de sa secrétaire à la personnage féminine principale de Citizen Kane, si vous m'avez suivi, etc., etc. Mais bon, au-delà donc de Citizen Kane en tant que tel, même si c'est passionnant de voir comment ce chef-d'œuvre est né avec un Orson Welles qui voulait tout contrôler, mais quand même les idées, on voit qu'elles viennent de Mank, comme si ce film voulait réhabiliter l'homme de l'ombre, alors qu'Orson Welles a pris toutes les... Voilà, incroyable cinéaste, ce qu'il a été, voilà, il restera jamais dans l'histoire, mais Mankiewicz, Herman, parce qu'on voit son frère, son jeune frère à l'époque, pardon, Joseph, qui lui deviendra un des grands cinéastes d'Hollywood. Bref, Herman, on voit à quel point c'est lui qui a eu l'art de l'écriture, cette idée de narration un peu décousue, qui plaisait pas aux producteurs de l'époque, qui n'avaient qu'une envie, c'est de faire une certaine forme de rentabilité avec les films. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une discussion entre plusieurs producteurs, il y a comment ramener les gens au cinéma. C'est très ironique vu la situation actuelle et la dernière annonce de Warner à travers HBO Max. Voilà, je ne vais pas faire de détails là-dessus, je vous renvoie à des vidéos d'amis youtubeurs, Nico Ciné, Beau Parleur ou Merège, qui en parlent mieux que moi, mais je n'en pense pas moins. Enfin, bref, on va pas faire une polémique, surtout dans une impro ciné critique. Mais oui, c'est un film qui reste encore dans l'air du temps et qui pourtant parle des années 40, on voit, enfin 30-40, et donc 90-80 ans après, il y a toujours ce côté-là dans le cinéma, et cette question, l'art, l'intégrité de certains créateurs face à la cupidité de producteurs qui sont en lien avec des mouvances plus ou moins politiques, tout ça, pour garder un petit peu leur contrôle sur les choses. Beaucoup de réflexions là-dessus. La déchéance d'un homme qui se voit offrir une dernière chance de briller avec son scénario, donc Mank. Ouais, c'est passionnant, c'est brillant d'une certaine manière, mais je ne l'ai vu qu'une fois. Il m'est difficile de donner un avis définitif sur ce film que j'essayerai de revoir avant la fin de l'année. C'est pas facile et tout. J'avais promis que je ferais ça l'année dernière pour The Irishman. Je l'ai toujours pas revu, vous voyez, voilà, bon. Mais en tout cas, voilà un film important de cette année 2020. Je ne sais pas où je le classerai dans mon bilan final, aucune idée. Mais je vous le conseille, si vous avez le temps de voir Citizen Kane avant, n'hésitez pas, mais si vous n'avez pas le temps et que vous voulez le découvrir, vous ne pouvez pas attendre et que vous aimez David Fincher, allez-y, parce que voilà, il y a l'obsession de David Fincher sur la quête d'une certaine forme de vérité, voilà, c'est là où on a le cinéma de Fincher, même si c'est un film à part dans sa filmographie. Ah oui, et autre chose, superbe photographie en noir et blanc, parce que le film est en noir et blanc. Alors, on croirait un film d'époque, mais on voit aussi le côté moderne de temps en temps. C'est bizarre, il y a une sorte de dichotomie là-dessus. Le monsieur, donc, derrière la photographie, c'est Eric Messerschmidt, qui était donc dans ce rôle pour la série Mindhunter. Voilà, bon. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, mais j'aurais pu parler une demi-heure sur le film, parce que j'ai plein d'idées en tête, mais bon, là, je suis un peu fatigué, je vais quand même me préserver un petit peu, et vous donc vous conseiller de regarder ce film, et de ne pas hésiter à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao.